Et les autres se raccrocheront. De toute manière, après, on prendra le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Donc, les personnes qui arriveront un petit peu plus tard se raccrocheront. On est déjà 32, donc c'est bien, très bien. Jérôme, tu as l'air super 34. concentré. Hein. 34 même. Voilà. Tu vas bien? Bonsoir Frédéric. Ça va? T'as la forme? Content de t'avoir avec nous. Message de Marie Valic. Bonsoir Marie. Sympa d'intervenir avec nous, c'est bien. Oui, merci. Merci à nos intervenants d'avoir accepté de participer là ce soir, nous donner un peu de leur temps, parce que tout le monde est bien booké. Donc voilà, c'est chouette. Sur un sujet qui est éminemment d'actualité. Donc Ouais, on peut lancer Agnès. Hein. Oui, bah oui, on est presque 45, donc je pense que Sylvain, je te laisse la parole. Merci Agnès. Bonsoir à tous. Un grand merci à tous de vous être connectés donc sur ce petit format qui devient une habitude pour la ETL sur un rendez-vous 18h30-20h. On a fait le choix d'un sujet qui est ô combien intéressant, qui s'appelle la logistique urbaine. Ce que je vous propose, c'est à l'issue de nos présentations, c'est d'avoir pendant une trentaine de minutes quelques questions et réponses de nos deux experts qui se présenteront bien évidemment, et ensuite de pouvoir lancer le débat et les questions entre vous si vous me le permettez. Donc, je suis Sylvain Ledrôle, le directeur général de la Delivery Academy, qui était un organisme de formation spécialiste de la logistique urbaine, qui propose donc des formations de livreurs urbains, mais également de managers, et bientôt pouvoir s'immerger dans les études supérieures en lançant un bachelor en manager, transport et logistique urbaine. Voilà. Jérôme, je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de l'accueil de la ETL ce soir. Merci Agnès, merci Sylvain donc, pour cette invitation. Bonjour Christophe, avec qui on a échangé il y a pas longtemps. Donc moi je suis donc Jérôme Libeskind, je suis consultant en logistique urbaine dernier kilomètre. J'ai créé il y a quelques années maintenant mon bureau d'études qui s'appelle Logicité, et j'interviens à la fois pour des collectivités locales sur des études prospectives pour des entités publiques sur ce qui se passe autour du dernier kilomètre de la logistique urbaine, et puis pour tout un certain nombre d'acteurs du transport, de la logistique, du monde de la distribution, de l'immobilier logistique, des industriels, qui tous se posent des questions autour de finalement qu'est-ce qui se passe. Voilà, dans ce grand monde de la ville et de l'urbain. Voilà, donc je suis très heureux et je vais être très heureux de répondre à vos différentes questions, puis d'échanger surtout avec vous. C'est un peu le but. Je n'ai peut-être pas réponse à tout. Merci à toi, Jérôme. Merci, Christophe, tu nous entends? En revanche, tu es sur mute. Enfin, vous êtes sur mute. Bon. Ça y est, c'est bon. On m'entend, Christophe. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, même si on m'a déjà présenté. Donc, Christophe Bresch, je suis l'un des cofondateurs de Velov. Donc, Velov, c'est une société qui s'est donnée pour mission de rendre accessible la livraison écologique sur mesure. Et quand on parle de livraison écologique, chez Velov, on parle surtout de cyclo-logistique, donc de la livraison, que ce soit à trottinette électrique, à vélo électrique ou à vélo cargo électrique, avec ajout ou pas d'une remorque, qu'elle soit autoportante ou pas. Merci Christophe. Eh bien, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, Jérôme, je te pose la première question. En tant qu'expert de la logistique urbaine, quels sont les enjeux justement de cette logistique urbaine? Ouh là là, on a 2 heures pour ça? Oh non, tu vas faire très court. Alors, je vais dire les enjeux. Finalement, on sort d'une crise, on est au cœur d'une crise. Où d'abord, on n'a jamais autant parlé de la logistique. C'est au moins un point positif, je vais dire, du fait de finalement de la situation que nous connaissons aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé de logistique. Hein. Et puis on s'aperçoit que finalement, tout un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés à la livraison.
Donc on a parlé des masques au début, ensuite des tests, maintenant des vaccins. Je vous incite à lire les articles d'Aurélien Rouquet sur les vaccins qui vous expliquera pourquoi la vaccination en France est lente. C'est un choix politique qui est en fait d'abord un choix logistique de multiplication des points de vaccination. Donc, alors, je mets de côté le fait que le vaccin soit disponible ou pas. Finalement, ce qui apparaît, c'est finalement un choix logistique qui est de savoir est-ce qu'on livre les vaccins à 100 ou 200 points de vaccination sur tout un territoire comme la France, ou est-ce qu'on choisit d'avoir 10 000 points? Alors, en France, on a choisi 10 000 points. Donc, ça prendra plus de temps parce que c'est plus compliqué et qu'on a une distribution, une livraison finalement des vaccins qui est une livraison fragmentée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, n'hésitez pas à me poser des questions et puis le but c'est de pouvoir échanger sur les sujets. Alors les enjeux, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'abord environnementaux. Alors quand on dit derrière l'aspect environnemental, il y a de nombreux sujets. Le premier sujet qui généralement apparaît, c'est la congestion. Alors les camions de livraison, ils participent à la congestion urbaine, comme les voitures, comme d'autres véhicules qui utilisent le même espace public. Ils participent d'une certaine façon à la congestion urbaine. Et puis ils vont participer à la congestion non seulement lors de leur circulation, mais également lors de leur stationnement. Lors de leur stationnement, on sait par exemple que dans une ville comme Paris, on a 2 livraisons sur 3 qui sont effectuées en dehors des places de stationnement prévues. Donc on peut se poser la question du modèle même des places de livraison quand on voit que finalement on est en face d'un échec qui représente 2 tiers ou 3 quarts des opérations. Donc la livraison participe à la congestion. Ensuite, elle émet un certain nombre de polluants. Donc ce sont des polluants locaux, c'est ce qu'on respire tous les jours, même s'il y a finalement, contrairement à ce qu'on entend tous les jours depuis longtemps, il y a une réduction de la pollution locale dans les villes depuis 20 ans, qui est liée notamment pour ce qui concerne les véhicules à l'amélioration des motorisations. Donc ça c'est une réalité. Donc les chiffres sont publiés, il y a une réduction de cette pollution, mais ce qui change par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'histoire, même si la pollution est finalement dans les villes est très ancienne, donc les premiers textes sur la pollution dans les villes européennes, ils datent du XVIIe siècle. Et les villes étaient d'ailleurs beaucoup plus polluées au XIXe siècle qu'au XXIe. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on mesure et on sait que cette pollution locale, ce qu'on respire dans les villes, a pour effet, alors en France, 48 000 morts prématurées par an. Alors, il n'y a pas que le transport de marchandises, mais le transport de marchandises y participe environ pour 10%. Voilà, à peu près les calculs qu'on fait, c'est-à-dire finalement autant que les accidents de la route dans une année normale. Donc, il y a un enjeu de santé publique autour de la pollution locale. Le troisième effet, finalement, pourquoi on parle finalement de logistique urbaine, c'est l'effet sur les gaz à effet de serre. Alors là, on n'est vraiment pas bon. On est même très mauvais puisque les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises en France ne font qu'augmenter. Là, on n'est pas du tout sur une courbe descendante, on n'est pas du tout dans la lignée des accords de Paris que l'on ne respecte pas du tout dans le transport de marchandises. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent énormément et continuent à augmenter. Et ça, c'est un problème majeur. Et puis ensuite, on a d'autres aspects. Alors quand je pose, moi je donne des cours dans un certain nombre d'établissements d'enseignement, quand je pose la question à une quarantaine d'étudiants que j'ai en face de moi, quel est finalement le premier effet négatif, on va dire, du transport de marchandises, parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets positifs, heureusement. Le premier effet négatif, on me dit le bruit. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toute une partie de la population, notamment qui habitent autour d'axes autoroutiers, comme le périphérique par exemple, qui sont soumis à des niveaux sonores qui sont élevés, et le transport de marchandises participe, comme les voitures, à finalement cet impact sonore. Alors donc on a un certain nombre d'éléments, et puis on ne parle pas de l'accidentologie, etc. Surtout quand on développe des mobilités douces comme les vélos, les trottinettes dans les villes, le camion et la trottinette, ça cohabite pas bien sur le même espace public, et on doit effectivement mieux organiser les choses.
Donc finalement, quand on reprend votre question, il s'agit d'abord, donc les enjeux de la logistique urbaine, c'est d'abord de réduire les externalités négatives qui sont dues au transport de la marchandise, et on verra comment. Et puis le deuxième volet, qui est de mon point de vue essentiel, c'est d'accompagner les besoins et l'évolution de la consommation et des entreprises, des habitants. Et aujourd'hui, oui, ça peut être le développement de l'e-commerce, qui a, si on met de côté le tourisme et les achats de billets de spectacle, en 2020, il a connu une croissance de près de 40% en France. Donc, quelque part, on a un développement, une transformation de la consommation et une transformation des flux. C'est un exemple, il y a d'autres flux dans une ville, mais il s'agit finalement de répondre à cette demande. La logistique est finalement une fonction indispensable à la vie même d'un territoire urbain. Et on voit qu'aujourd'hui, ces flux logistiques, ils évoluent, notamment en fonction des modes de consommation des personnes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je ne vais pas faire un cours pendant 2 heures sur le sujet, mais on a finalement donné ces deux volets qui sont d'abord de réduire les impacts environnementaux et puis d'apporter des solutions à l'évolution des flux, aux besoins donc de la ville et de ses habitants, et notamment donc liés à l'évolution des modes de consommation, du rôle du magasin, de la façon de consommer des différents habitants sur les territoires urbains. Écoute, merci Jérôme de cette réponse précise. Alors, on comprend bien effectivement les enjeux, tu nous les as parfaitement expliqués. Et par rapport à cela, moi je voulais avoir ton sentiment par rapport à l'émergence de nouveaux acteurs justement dans la logistique urbaine. Quel est ton point de vue? Alors, d'abord c'est une excellente chose parce que finalement c'est un monde qui évolue. Et c'est souvent d'ailleurs assez surprenant de voir qu'à la fois on a un certain nombre de grands groupes du transport qui cherchent des solutions nouvelles, et c'est une bonne chose, et puis on a de très très nombreux nouveaux acteurs qui apparaissent, par exemple autour de la cyclo-logistique, qui est d'ailleurs pas nécessairement nouvelle, mais on en parlera un peu plus tard peut-être. Pardon ? Ah, excusez-moi, j'entendais un bruit de fond. Oui, excusez-moi Jérôme, juste merci à tous les invités de bien vouloir mettre sur muet en cliquant sur le petit micro, désactiver le son de façon à ce qu'on on ne dérange pas nos intervenants. Merci, excusez-moi. Donc quelque part, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de création de nouveaux modèles de livraison urbaine. Et on voit bien qu'ils sont nombreux, parce que, quelque part, ayons quand même en tête que quand on parle de la livraison urbaine, on ne peut pas résumer ça uniquement au colis e-commerce. Il y a des dizaines de filières différentes, donc qui correspondent à des contraintes différentes, à des typologies peut-être de véhicules qui vont être différentes, à des exigences réglementaires qui peuvent être différentes. Je pense à des produits de santé, je pense à la livraison, alors c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais de tout le réseau café, hôtel, restaurant, mais ce sont des métiers tout à fait spécialisés. Ça peut être la livraison des magasins, donc on est dans du B2B, ça peut être la livraison de matériel dans des immeubles de bureaux, ça peut être la livraison des repas, la livraison frigorifique, en froid positif, en froid négatif. On va avoir tout un certain nombre de filières différentes qui se comptent par dizaines en logistique urbaine et auxquelles donc on va être amené à apporter des réponses. Et on voit en effet que dans un certain nombre de ces filières, il y a un certain nombre de modèles nouveaux qui apparaissent et d'initiatives nouvelles qui sont des startups ou des grands groupes qui créent des activités nouvelles. Donc finalement, en se saisissant à la fois des exigences environnementales parce qu'elles deviennent très importantes dans un certain nombre de grandes agglomérations françaises et ailleurs en Europe. Et donc, il faut apporter un certain nombre de réponses à ces exigences réglementaires qui apparaissent et qui apportent également des réponses en termes de services parce que finalement, il y a un certain nombre de services qui évoluent, qui sont soit des demandes des consommateurs, soit peut-être une concurrence qui est un peu poussée par un certain nombre aussi d'acteurs de l'économie numérique qui crée finalement des contraintes nouvelles ou en tout cas des exigences nouvelles qu'on dit venir du consommateur. Je ne sais pas si elles viennent vraiment du consommateur ou si on lui laisse croire qu'il y a un certain nombre d'exigences dont il peut se saisir.
Ah, Je ne sais pas merci. si j'ai répondu à la question. Parfaitement, tu réponds à la question. Et puis, je serais tenté de rebondir sur une autre question qui est la suivante. Il y a beaucoup de détracteurs de cette fameuse Green Delivery, là, qui est, à mon sens, ou au sens des détracteurs, un phénomène de mode. Est-ce que tu penses que c'est réellement un phénomène de mode, justement, ces nouveaux acteurs? Et tu parlais notamment de la cyclo-logistique. Bah, la cyclo-logistique, d'abord, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle date alors pour moi, hein, d'après mes recherches historiques, donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, elle date de 1869 pour moi, hein, qui était donc la première utilisation professionnelle, je dis bien professionnelle, du vélo pour effectuer de la livraison. Donc c'était des facteurs, donc c'était à Marennes, en Charente-Maritime. Et donc c'est à cette époque qu'on a découvert finalement qu'un vélo, hein, qui est un moyen de déplacement, je vais dire, de personnes, peut également servir à un usage professionnel, hein. Et d'ailleurs, à l'origine, le vélo était utilisé non pas en milieu urbain dense, mais en milieu périurbain, et était utilisé pour finalement réduire la pénibilité de la livraison qui était effectuée à pied. C'est intéressant, hein. Donc, quelque part, la cyclo-logistique réduit la pénibilité de la livraison. C'était son origine, donc ce n'est pas du tout nouveau. Donc, ça a 150 ans. Voilà. Et puis, on redécouvre finalement que c'est un moyen extraordinaire de livrer les centres-villes, peut-être pas seulement, hein. Alors, la Green Delivery, elle va bien au-delà, hein, et c'est pour ça que ce n'est pas un effet de mode. Derrière le terme Green Delivery, on va trouver des solutions peut-être de transfert modal sur des moyens autres que des camions, donc des modes alternatifs à la route. Ça peut être du fluvial, hein, donc même si là encore, ce n'est pas trop le moment en ce moment parce que les fleuves sont un peu hauts. Mais ça peut être l'utilisation du mode fluvial, donc dans des agglomérations qui disposent de réseaux fluviaux et qui sont souvent sous-utilisés. Ça peut être le ferroviaire, mais que le ferroviaire reste compliqué, même s'il y a une volonté publique, on voit que le ferroviaire reste toujours compliqué. Ça peut être l'utilisation des transports publics de personnes pour mettre des marchandises. Alors c'est ce qu'on appelle la comodalité. Donc c'est un énorme gisement d'amélioration de l'efficience finalement de la livraison urbaine. Donc ça, c'est un segment de la Green Delivery, hein. Et puis, il y a bien sûr la transition énergétique, donc ça va être d'utiliser des véhicules autres que des véhicules au diesel, donc ça peut être électrique, ça peut être au gaz, ça peut être demain à l'hydrogène, peut-être moins pour de l'urbain que pour de l'interurbain, d'ailleurs, sur l'hydrogène. Et puis, bien sûr, la cyclo-logistique, donc l'utilisation de différents types de matériel qui font partie de la cyclo-logistique, hein, et qui vont permettre de livrer donc, des territoires qui vont être de proximité, donc sur quelques kilomètres autour d'un espace logistique de proximité, donc qui vont pouvoir être livrés à l'aide de moyens de cyclo-logistique. Et puis finalement, derrière le terme Green Delivery, et pour moi ça n'est pas du tout une mode, hein, c'est finalement l'optimisation du fonctionnement de la logistique urbaine. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que la logistique urbaine, elle est efficace parce que quand on commande un colis sur Amazon, on l'a le lendemain, donc tout va bien. Quand on va dans un magasin, les rayons ne sont pas vides. Pardon, j'ai un écho qui apparaît, je ne sais pas si c'est dû à mon Teams, mais je vais essayer de m'adapter à cet écho. Donc, quand on va dans un magasin, les rayons ne sont pas vides, sauf au début du confinement. Donc, ça veut dire que les approvisionnements fonctionnent. La livraison urbaine, elle est efficace. Par contre, elle n'est pas efficiente. Et derrière le mot efficience, on a l'impact environnemental. Et c'est là où, finalement, on a énormément de travail à faire, au-delà même du mode de livraison du véhicule, de la typologie de véhicule. Eh bien, il y a l'organisation des livraisons, et ce qu'on appelle la consolidation des flux, c'est-à-dire finalement faire mieux, hein, avec moins de véhicules et moins de kilomètres. Donc quand on a dit ça, on va toucher au pourcentage de vide qu'on a dans les véhicules, mais aussi dans les cartons. Donc on va même au-delà, voire dans les emballages commerciaux d'ailleurs, dans les magasins, c'est-à-dire on transporte énormément de vide, hein, finalement.
On va toucher finalement aux kilomètres qui sont effectués, et c'est vrai que quelque part, on peut peut-être optimiser les parcours. Il y a un certain nombre d'outils informatiques qui peuvent aider, je vais dire, à l'optimisation des livraisons. On va toucher également à la professionnalisation du transport, parce qu'on s'aperçoit que les flottes professionnelles sont mieux optimisées qu'un certain nombre finalement de véhicules qui circulent dans les villes et qui sont des véhicules qu'on appelle en compte propre, qui appartiennent à des entreprises, à des artisans, donc, et qui vont faire leur propre livraison. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les transporteurs ont l'habitude d'organiser des tournées et d'optimiser la livraison. Donc derrière le terme Green Delivery, et pour moi, ça n'est pas une mode, hein, c'est finalement tous les travaux qui vont permettre d'améliorer l'efficience de la logistique urbaine, la consolidation des flux, l'organisation des flux sur un territoire urbain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Sylvain. Mais parfaitement, tu réponds à la question et puis ça me fait d'autant plus plaisir qu'effectivement, ça n'est pas un phénomène de mode. On pourrait peut-être d'ailleurs demander à Christophe quel est son point de vue par rapport à ça, puisqu'en fait, il est acteur depuis assez peu dans cette cycle logistique. Est-ce que tu veux t'exprimer sur le sujet, Christophe? Oui, bien sûr, oui. Je ne sais pas si vous... Ouais, c'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, effectivement. Alors moi, je viens de la logistique urbaine classique, puisque j'ai un parcours entreprise dans des groupes de transport classiques avec de la camionnette thermique. Et c'est vrai que la cyclo-logistique, pour nous, quand on a décidé de créer Velov, ça s'est imposé naturellement parce qu'en fait, nombre de nos clients déjà qui utilisaient les services de livraison classique en camionnette nous demandaient régulièrement de mettre à disposition du vélo. Et moi, je rejoins absolument ce que disait Jérôme. La cyclo-logistique ou la logistique urbaine, c'est effectivement la somme de plusieurs talents. Et après, il y en a un petit peu, tout bien s'organiser autour d'une demande précise. Je ne crois pas non plus à un effet de mode, et je ne crois pas non plus en ceux qui pensent que la cyclo-logistique, c'est le retour à la Chine antique et à la livraison à vélo. Je pense que pour pouvoir cohabiter sereinement, pour faire cohabiter sereinement différents modes de livraison dans une ville, il y a autant de place pour les camions que pour les voitures, en tout cas les camions pour l'approche au premier kilomètre et ensuite le dernier kilomètre. La livraison vraiment urbaine peut être faite en vélo parce que c'est plus sain, c'est plus facile de circuler sur la chaussée en vélo, c'est moins encombrant, c'est moins polluant, c'est moins bruyant. Voilà. Merci Christophe. Puis j'aimerais vous poser une question à tous les deux sur votre expertise et si vous pouviez nous dresser le panorama des acteurs de la livraison urbaine dans les 5 ans, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors là, Jérôme, tu veux prendre la parole? Panorama. Ce qui est clair, c'est qu'on a des évolutions. On n'a jamais vu autant de startups qui proposent des solutions de livraison du dernier kilomètre. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on ait probablement des regroupements, des acteurs, des réseaux, je vais dire, qui se mettent en place. Moi, mon sujet, c'est sur la vision à 5 ans. Il n'est pas l'existence de ce monde de start-up ou de start-up ou d'entreprises, je vais dire nouvelles, qui apparaissent. Il est l'évolution réglementaire. Et ça, c'est un gros point d'interrogation aujourd'hui sur ce qui se passe dans le dernier kilomètre. C'est qu'aujourd'hui, et on le voit donc quotidiennement, il suffit de regarder dans sa rue. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de pratiques qui dévient finalement de tout ce qu'on peut apprendre dans les bonnes écoles de transport et de logistique et qui posent des problèmes sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan finalement projet de vie pour un certain nombre de gens qui travaillent dans ces entreprises, hein, qu'ils soient donc à quelque niveau qu'ils soient. Donc ce sont finalement ces plateformes. Alors c'est pas le fait qu'il y ait des plateformes, ça c'est le... Jérôme, on ne vous entend plus, vous avez dû appuyer sur... voilà. Oui, excusez-moi, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. Donc aujourd'hui, on voit un certain nombre de pratiques dans les villes qui posent un problème sur le plan social, sur le plan peut-être réglementaire d'ailleurs, et qui interpellent. Hein. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans
de mon point de vue, l'État devra intervenir pour réglementer le dernier kilomètre. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de pratiques. J'ai vu la semaine dernière, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'une société va proposer de la livraison en un quart d'heure. C'est très bien. Le consommateur va être fou de joie d'appuyer sur un bouton et d'être livré en un quart d'heure. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe derrière qu'on met en place des moyens de livraison d'abord rapides. Donc ça veut dire que ça va être des scooters. Parce que c'est le seul moyen de livrer en un quart d'heure sur un territoire urbain des produits qu'on va devoir déjà dans le quart d'heure prélever quelque part. Donc ça va être effectivement des moyens qui ne seront pas nécessairement de la cyclo-logistique, même si au début ça va commencer comme ça. Ça va continuer par effectivement des moyens plus rapides que la cyclo-logistique encore, et qui posent des problèmes sur le plan social, parce que je voyais que la livraison était proposée à 1,95 €. Donc ça veut dire que si on demande à quelqu'un de livrer pour 1,95 € à scooter, donc ça veut dire qu'on crée effectivement des sous-emplois quelque part dans ce milieu du dernier kilomètre. Et puis on crée moi ce qui m'a interpellé, c'est que le week-end dernier, j'ai vu que dans une ville de l'Est de la France, il y avait eu un accident grave lors d'une livraison de repas, donc dans des délais très courts. Donc quelqu'un, un livreur, qui effectivement a été gravement accidenté lors de cette opération de livraison. Ça veut dire qu'on est en train de créer des modèles ou d'accepter ou de laisser faire des modèles qui sont extrêmement dangereux. Alors qu'est-ce qui se passera dans 5 ans pour répondre à la question? Moi je fais le pari qu'on va être capable de réglementer le dernier kilomètre, qu'on va être capable de mettre en place des règles sociales, sécuritaires, de formation, et qu'on va être capable finalement de faire de la livraison du dernier kilomètre un métier ou un projet de vie pour un certain nombre de gens qui vont pouvoir se retrouver dans ce métier et qui ne vont pas faire ça pendant 2 mois ou 3 mois comme on voit dans la livraison des repas. Donc ce n'est pas une activité d'appoint pendant 2 mois ou 3 mois, c'est un métier. On peut créer des métiers autour de ça. Donc on peut créer des métiers dans lesquels on va encadrer finalement à la fois la formation, la sécurité, des moyens de livraison décarbonés, parce que c'est ce qu'on souhaite, et de toute façon, là, on va aussi réglementer les villes. Donc, ça va rentrer dans ce cadre-là. Mais n'oublions pas le côté social. Donc, moi, j'ai tendance à dire que je vais être optimiste. Je pense qu'effectivement, il y aura un certain nombre d'encadrements de la réglementation, de la livraison du dernier kilomètre, qui fera qu'on on va pas dériver, je vais dire, on n'est pas en Chine, on va construire des modèles qui ont du sens sur le plan environnemental, mais aussi social. C'est comme ça que je vois les choses. Mais on peut effectivement échanger là-dessus, parce que je pense que tout le monde n'a pas nécessairement le même avis. Donc on est je suis prêt à échanger sur en tout cas les opinions des uns et des autres, autour des opinions des uns et des autres ou des témoignages. Merci Jérôme. Christophe, est-ce que tu veux rajouter un complément d'information à ce que vient de nous dire Jérôme? Non, là encore une fois, je ne suis pas original et du coup, je partage également l'avis de Jérôme. Effectivement, c'est vrai que nous, par exemple, quand on a créé Velov, très tôt, on a fait le choix de proposer que des emplois en CDI, parce que on souhaitait vraiment que nos riders, nos salariés se sentent vraiment investis dans l'entreprise et du coup se sentent à l'aise dans l'entreprise avec un salaire, avec un contrat à durée de travail indéterminé, avec un salaire fixe tous les mois. Et donc, on n'est pas à la course à la course, entre guillemets, on n'est pas celui qui fera le plus de courses à l'heure et qui, au risque de mettre sa vie en danger ou la vie d'autres usagers de la route en danger, mais bien on se positionne sur une qualité de service, offrir une qualité de service optimum à nos clients et un confort de travail à nos salariés. Je partage l'avis de Jérôme. Il peut y avoir plusieurs profils sur la logistique, la cyclo-logistique. Il peut y avoir des personnes qui souhaitent prendre un emploi comme ça, un petit emploi, parce que à ce moment-là, ils ont besoin d'un petit emploi et donc eux, ils ne sont pas forcément en recherche d'un CDI. Ils peuvent très bien avoir un statut d'auto-entrepreneur et travailler pour des plateformes digitales de livraison. Et c'est très bien qu'il existe des plateformes digitales de livraison parce que ça permet d'amener un emploi à l'instant T du travail avec une source de revenus
ces personnes qui pourraient en avoir besoin. Et le pendant, ce sont des sociétés, qu'elles soient de grands groupes ou de petites boîtes, de petites PME comme la nôtre, qui puissent proposer un vrai métier de chauffeur-livreur à plein temps, ou en tout cas sur des horaires donnés, et de manière qu'il puisse organiser sa journée avec un salaire qui tombe régulier tous les mois. D'accord. Pierre-Dominique, je crois que tu veux intervenir. Oui, je voulais remercier déjà les intervenants de ce soir. Et surtout, j'avais une question, soit pour Jérôme, soit pour Christophe, soit pour Sylvain, enfin un des trois, celui que vous voulez. C'est le risque, finalement, c'est pas de voir grossir ces sociétés et de créer son propre trafic urbain, justement, être pénalisé. Là où vous dépénalisez les uns les autres par rapport au carbone, vous vous pénalisez à être trop nombreux. Est-ce qu'il va falloir aussi un numerus clausus par ville pour éviter qu'on ait une saturation de vélos, parce que vous allez vous retrouver en milieu urbain avec les vélos, les trottinettes, et donc en concurrence finalement sur le même chemin. Donc si on retire les voitures et les véhicules de livraison, bah, vous prenez leur place, certes, très bien, mais quid, les espaces ne sont pas extensibles, on le voit bien, on est coincé dans nos villes, on a du mal à les faire grossir, on a, toutes les pressions possibles imaginables pour récupérer des espaces verts dans tous les sens. On en crée plus d'espaces verts et de pistes cyclables, c'est très bien, mais à un moment donné, il y a des limites. Moi, je veux bien apporter une réponse à ce que vous dites. C'est vrai, est-ce qu'on va pas avoir une suroffre? Alors, le vrai sujet, moi, je reviens à ce que je disais avant. Le vrai problème dans tout ça, c'est la vitesse. Parce que plus je livre vite, moins je vais être capable de consolider les flux. Parce que si je livre en un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire des tournées de livraison. Hein. Je vais mettre un colis dans un scooter et je vais partir. Donc on va fragmenter les flux et on va multiplier dans la ville le nombre de véhicules. Et là, on va avoir un problème de suroffre. Quelque part, le législateur, il a quand même prévu quelque chose. Ça existe dans la loi d'orientation des mobilités, ça existait d'ailleurs avant, c'est que les autorités organisatrices de mobilité, donc qui organisent finalement le déplacement des personnes dans une ville, donc les transports publics, on va dire, elles ont la possibilité de se saisir de ce sujet en cas d'inefficacité de la livraison urbaine. Alors l'inefficacité, c'est quoi? Elle peut être très bien considérée comme inefficace sur le plan environnemental, par exemple, même si le service de livraison est assuré, ou sur le plan social, ou sur le plan, effectivement, de l'organisation même de l'espace public. Pour l'instant, il n'y a pas une autorité organisatrice de mobilité en France qui s'est saisie de ce sujet. Mais peut-être qu'effectivement, c'est un peu, quelque part, une épée de Damoclès si on n'est pas capable, finalement, d'organiser cet espace public et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette suroffre. Et pour moi, ça passe quelque part par une organisation de la consolidation des flux. Donc ça peut très bien être géré par des sociétés privées, on n'est pas obligé de donner ça à des collectivités locales qui sont peut-être pas des très bons logisticiens. Donc nous, on a des bons logisticiens, on a des bons transporteurs, on est capable de faire ce métier, il y a des tas d'initiatives. Par contre, c'est vrai que le problème, l'ennemi, c'est la fragmentation. Donc, et la fragmentation, elle est souvent liée à la rapidité ou à l'extrême rapidité. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si c'est clair. Oui, tout à fait, c'est tout à fait clair, je vous remercie infiniment. C'est vrai que on le voit, si on veut aller de l'avant aussi, je pense qu'une étape intermédiaire serait de passer par les hubs, création des hubs en ville, ou à l'extérieur des villes, juste en périphérie, de manière à pouvoir justement faciliter cette gestion de tournée et mise en place de tournée. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en crossover, donc ça va être un peu compliqué pour l'instant. En tout cas, il va falloir trouver des accords avec différents acteurs qui font tout sauf du dernier kilomètre pour que les acteurs du dernier kilomètre puissent prendre en charge cette partie-là. Et ça, je pense que c'est le défi des villes, c'est le public et le privé qui doivent s'entendre à un moment donné aussi. On voit qu'il y a des conséquences sur le plan privé. Merci beaucoup. Alors, je vous dis tout haut ce que des personnes ont écrit dans le chat. Donc, il y a Paul qui pose comme question, ne pensez-vous pas qu'un bon maillage sur des villes denses comme Paris et un algorithme performant, les livraisons sont possibles en 15 minutes? Puisque j'ai lancé ce sujet effectivement de la vitesse, je vais dire livrer une pizza en 15 minutes, ça a toujours existé. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'on part finalement d'un point de proximité, qui est une pizzeria dans un quartier qui va livrer dans sa rue ou dans les quelques rues autour.
Ça a toujours existé. Hein. Mais quelque part, bien sûr, le maillage, il peut permettre ça. Mais dans ce cas-là, utilisons les magasins pour ça. Hein. Donc, ils sont là pour ça. Sauf qu'effectivement, on a ce problème de consolidation. Mais quand même, je vais dire, si on prend par exemple Amazon, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait trouvé un modèle, qu'Amazon ait trouvé un modèle économique sur la livraison instantanée. Hein. Parce que finalement, bon, une pizza, on en a besoin en 30 minutes, en tout cas on l'attend, on trouve déjà que c'est long. Par contre, une paire de chaussures, on n'en a pas besoin en 30 minutes. Et même en un jour, je vais dire. Hein. On voit d'ailleurs qu'Amazon se pose des tas de questions autour de ça, puisque aux États-Unis, il a créé un service qui s'appelle Amazon Day, qui est très bien d'ailleurs, qui permet aux consommateurs de choisir le jour dans la semaine qu'il arrange pour recevoir les livraisons. Donc c'est pas le lendemain. C'est pas, ça va peut-être être le vendredi ou le samedi matin où le consommateur va vouloir recevoir les livraisons. C'est plus effectivement quand ça l'arrange, hein, et de programmer un jour qui va répondre finalement à la demande, et c'est pas nécessairement l'immédiateté. Hein. Alors le maillage, bien sûr, le maillage il va permettre surtout de mettre en place des moyens de livraison doux, comme de la cyclo-logistique. Mais c'est comme ça que je le vois. Mais je vais laisser Christophe, je crois que tu voulais compléter. Oui, parce qu'en fait, il faut imaginer que sur ce marché de la logistique urbaine, on peut sans doute scinder en deux activités, celle du colis et celle de la food. Je pense que pour la food, effectivement, ce que tu disais, Jérôme, c'est que s'il s'agit de livrer de la pizza ou des repas, des plats cuisinés, effectivement, il faut qu'il y ait comment dirais-je, il y a de l'instantanéité. Il faut que ça soit rapide. Pour répondre à Paul, effectivement, si on est capable, ou si le donneur d'ordre est capable, le vendeur, le retailer est capable de disposer de plusieurs ELU, ou en tout cas de plusieurs points de vente dans la ville, on peut très bien imaginer effectivement qu'un algorithme soit capable de prioriser les livraisons, de les affecter directement à des livreurs, à des riders, de sorte qu'en 15 minutes, le rider puisse livrer deux ou trois adresses et qu'en faisant plusieurs allers-retours en mode voltigeur, il puisse tout à fait livrer une assez grande quantité ou distribuer une assez conséquente quantité d'adresses et livrer tous ces repas. Oui, je pense, ouais. Après, sur la logistique du colis, effectivement, c'est différent. Il y a peut-être moins de besoin d'instantanéité. Et là, effectivement, si on a des ELU, des entrepôts de logistique urbaine en centre-ville sur lesquels on va venir faire des opérations de cross-dock, déposer du colis, les mettre en travée pour ensuite les dispatcher et faire la livraison au départ de ces mêmes ELU dans tout le centre-ville avec du vélo ou du vélo cargo. Effectivement, ça a du sens, parce que ça va supprimer les camionnettes, mais surtout, ça peut, pour le coup, amener quand même de la rapidité. Parce qu'en centre-ville, sur des villes comme Paris, on va quand même, quoi qu'on en dise, livrer plus vite en vélo, en vélo cargo qu'en voiture. Pas forcément, ou en tout cas pas forcément, c'est pas forcément voyant sur le temps de circulation, même si on va plus vite dans les bouchons en vélo, mais c'est surtout sur le dernier mètre. Parce qu'en fait, là où une voiture, elle va mettre du temps à trouver un stationnement dans Paris, qu'elle va se mettre en double fil, elle va avoir du mal. Le vélo, la trottinette, le vélo cargo, sur le dernier mètre, il est imbattable. Il va pouvoir livrer devant la porte et se garer, accrocher le vélo à un poteau pour ne pas se le faire voler et accéder directement dans les étages ou à la porte d'entrée du client final. Alors, il y a Marc Dalbar, bonjour Marc, qui parle du concept de la ville du quart d'heure. Et j'ai lu des articles sur ce concept-là qui va au-delà du concept. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à dire sur la ville du quart d'heure? Merci, bonjour Marc, merci de poser cette question. Alors c'est vrai que c'est un beau concept, hein, la ville du quart d'heure. Je pense que le pays qui est allé le plus loin sur la création de la ville du quart d'heure, c'est le Japon, qui a créé finalement des quartiers où peut-être il y a un peu plus d'activités de proximité. Alors, la ville du quart d'heure, c'est quoi? C'est de pouvoir réunir finalement dans un quartier les activités professionnelles. Alors ça, en ce moment, pour un certain nombre d'entre nous, on le voit, qui sont de proximité, mais aussi des commerces, et puis les produits. Alors est-ce qu'on peut avoir des productions hyper locales, mais en tout cas, on peut peut-être avoir des produits qui viennent de commerces de proximité. Et c'est peut-être derrière ce concept de ville du quart d'heure, qui est un beau concept, c'est finalement de donner plus de valeur à la proximité, notamment au commerce de proximité. Et là, la livraison peut jouer son rôle.
sur une livraison locale. Hein. D'ailleurs, quand je cite le Japon, c'est pas pour rien. Donc, la plus grosse entreprise de livraison de colis au Japon a 5200 vélos cargo. Donc, c'est bien qu'il y a un modèle économique autour de la cyclo-logistique. Hein. Mais quelque part, ces vélos cargo, ils font pas 20 km pour aller livrer. Hein. Ils restent dans un quartier qui est relativement dense. Et donc, on peut trouver des modèles économiques, notamment en s'appuyant sur les commerces de proximité et puis sur des espaces logistiques de proximité, dans lesquels on va rapprocher des stocks de produits des consommateurs. Et là, on peut effectivement, comme Christophe l'indiquait, on peut constituer des modèles qui vont être peut-être pas de livraison en un quart d'heure, mais on va créer des tournées locales qui vont permettre de livrer un certain nombre de colis de façon pertinente. Donc oui, la ville du quart d'heure, c'est un beau concept, je pense. Après, le mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut quelque part certainement réorganiser les quartiers, hein, et donner peut-être réorganiser les quartiers et puis donner certainement plus de poids aux espaces de proximité qui peut-être vont se transformer. Hein. Donc, on va probablement, malheureusement, voir beaucoup de vacances commerciales dans les villes. Peut-être que pour la logistique urbaine, ça peut être finalement des opportunités pour réimplanter des activités dans ces pieds d'immeubles qui vont peut-être pour certains d'entre eux être vacants et pouvoir imaginer des espaces d'hyper-proximité dans les quartiers autour finalement de ce concept de ville du quart d'heure. Alors, il y a Lorenzo qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si les réponses ont été données ou si… Non, bonsoir à tous. Oui, j'avais une question concernant Monsieur Libeski, vous avez dit qu'il serait préférable d'une réglementation, on va dire, du secteur du dernier kilomètre, une réglementation du point de vue social, comme ça a été fait, j'imagine, pour les VTC, j'imagine, vous voulez dire. Et donc, moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'un des avantages de cette offre comme ça, qui est un peu ouverte, c'est une opportunité, par exemple, pour les étudiants? Moi, je suis étudiant et donc de pouvoir se connecter en tant qu'auto-entrepreneur, de se dire là, ce soir, j'ai 2 heures, je vais essayer de rouler un peu. Parce que c'est un des arguments qui est souvent avancé, même par les grosses boîtes, de dire tu es étudiant, tu as quelques temps, connecte-toi, c'est toi ton propre patron. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup, ça va casser cet aspect-là de la chose, si maintenant il faut passer une carte comme pour les VTC, etc. Alors voilà. je vais vous rapporter à une étude qui est celle qui a été faite par l'université Gustave Eiffel IFSTAR sur les livreurs à vélo dans Paris. Pardon, je t'ai pris la parole, Christophe, tu voulais intervenir? Non, mais vas-y, je rebondirai après. Du coup, vas-y. Mais je te promets que je ne le garde pas longtemps. Donc, cette étude, elle dit tout sur votre question. Elle dit effectivement qu'à l'origine, les livreurs à vélo, c'était des étudiants. Hein. Et puis, cette étude, elle a été faite à 3 fois. C'est une enquête qui a été faite à 3 reprises auprès de livreurs à vélo dans Paris pour tout savoir sur qui ils sont, d'où ils viennent, etc., comment ils se déplacent. Et on apprend des tas de choses. On apprend qu'en effet, à l'origine, il y avait de nombreux étudiants. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent et qui sont d'abord, pour plus de la moitié d'entre eux, multiplateformes, et dont c'est le métier. Ils ne sont plus étudiants. Alors, une minorité, peut-être comme vous le dites, comme vous, je crois que c'est 10 ou 15%, mais 80% d'entre eux que l'on voit dans la rue ne sont pas des étudiants aujourd'hui, et le taux ne fait qu'augmenter. Donc, ce sont des gens dont c'est le métier, d'être livreur de repas, puisque ce sont essentiellement des repas, mais il y a maintenant d'autres choses que des repas, et qui sont donc multiplateformes. Donc, quelque part, il y a un souci. Donc, l'offre aujourd'hui, elle ne répond pas à des demandes de jobs d'étudiants, ou très partiellement. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Et puis, je pense que l'étudiant qui cherche un job, il va certainement en trouver aussi dans des entreprises de livraison normales. Donc, je suis sûr que des entreprises comme celle de Christophe sont peut-être prêtes à accueillir des étudiants pour donner un coup de main de temps en temps, comme on l'a toujours fait quand on était étudiant. Ouais. Oui. On a effectivement
quelques étudiants parmi nos salariés sur des contrats de 20 heures ou 25 heures ou plus, ça dépend du temps qu'ils ont à donner. Bon, en ce moment, ils ont un peu plus de temps à donner, ça les arrange bien de venir travailler. Après, ce qu'il y a, c'est que le transport, c'est une activité réglementée. Il faut savoir que pour pouvoir transporter de la marchandise, il faut un certificat de capacité, il faut passer des diplômes. Et c'est vrai que nous, par exemple, notre entreprise, nous, on est capacitaire de livraison. On a un certificat de capacité. Je ne sais pas si tous les étudiants aujourd'hui qui se mettent, alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais qui se disent, tiens, il faut que je trouve du travail, j'ai besoin de travailler un peu parce que j'ai besoin d'argent. Et ça, moi, je le comprends, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est une très bonne solution, les plateformes digitales. Elles permettent à des profils qui ont besoin de travailler un peu, de pouvoir travailler un peu. Mais je ne sais pas si la personne qui va s'acheter un Between à Decathlon s'inscrit sur une plateforme digitale et commence à livrer dans la foulée, je ne sais pas quelle connaissance il a du transport en termes réglementaires. Et donc, ça peut poser des soucis. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le code de la route. Savoir qu'en vélo, on n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit de griller le feu rouge, sauf si certains panneaux l'indiquent. On n'a pas le droit de remonter les fils en vélo, c'est interdit aussi. Et il y a plein de choses en fait qui sont interdites pour les transporteurs, en tout cas pour les sociétés de livraison, de transport, qui embauchent des salariés. Ça, c'est des responsabilités qui incombent à la société de transport. Et donc, il fait en sorte, comme nous, voilà, on rappelle à nos salariés qu'on ne peut pas remonter les fils en vélo, on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone, on ne glisse pas les feux rouges, si on n'a pas le droit de prendre l'essence interdite si ce n'est pas autorisé par le code de la route. Et donc, après, effectivement, je vous rejoins sur le fait que pour un étudiant, c'est quand même bien pratique de pouvoir mettre un petit peu de temps comme ça à profit, un peu de temps libre à profit, pour pouvoir faire de la livraison à vélo. Mais il faut que ça soit quand même encadré. Je pense qu'à terme, il va falloir que ça soit encadré. Alors, moi, je rajoutais aussi que sur cette étude qui est je crois, téléchargeable, hein, soit sur la Share Logistics City où elle existe, il y a donc, il a été comptabilisé, hein, alors voilà, à partir d'une enquête en réel, que 30% des livraisons instantanées de ces plateformes digitales sont des comptes en partage. Donc, les comptes en partage, ce sont soit des gens qui ne sont pas dans la légalité, qui vont faire les opérations de livraison et puis un intermédiaire qui va prendre une partie de la rémunération, soit des mineurs. Donc j'attire quand même l'attention sur les dérives possibles dans ce domaine, et on voit que ce taux ne fait qu'augmenter puisque l'enquête a été faite à 3 reprises. Donc on peut s'interroger, on a tous vu dans la presse des livreurs, des sans-papiers, etc., dans telle ville, sur telle ou telle plateforme. On voit que quelque part, il y a un sujet autour de ça, hein, qui est donc la légalité de la livraison des livreurs, et puis finalement ces comptes en partage qui sont une sorte d'esclavagisme moderne, je veux dire. Donc quelque part, on devra nécessairement s'intéresser à ça, d'autant plus que ces taux augmentent. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, on devra effectivement trouver des moyens de mieux organiser, de mieux réglementer. Donc cette livraison, c'était en tout cas mon point de vue personnel, mais je comprends qu'on n'est pas tous obligés de le partager. Merci, Alors, merci beaucoup. merci Jérôme. On nous parle, alors qui nous parle de la livraison à pied, les drives piétons, Christophe Bruno, qui nous parle d'une livraison à pied. Oui, alors je veux bien répondre, mais peut-être que Christophe pourra dire un mot aussi. Moi, ça me rappelle un peu mon histoire, parce que quand j'ai commencé mon activité de conseil, c'était la première étude sur laquelle j'avais travaillé, donc qui était la livraison à pied dans Paris. Et on peut faire énormément de choses à pied. Alors bien sûr, le problème de livrer à pied, c'est l'autonomie, puisqu'on ne peut pas aller très loin sauf à marcher toute la journée, je vais dire. Et puis, on va pousser un chariot qui va avoir une capacité qui va être réduite. Mais ça présente beaucoup d'avantages, notamment sur le plan peut-être du lien social avec des commerces de proximité ou des habitants, parce qu'on roule sur le trottoir quand on est à pied, enfin en principe. C'est pas toujours ce que je vois, mais normalement on roule sur le trottoir quand les trottoirs sont en bon état, ce qui n'est pas toujours le cas non plus.
on peut apporter des solutions qui sont des solutions d'hyper-proximité, peut-être au départ des drives piétons, peut-être au départ des commerces, mais sur des zones réduites de quelques centaines de mètres. Je parlais du Japon tout à l'heure, le Japon c'est extrêmement pratiqué, la livraison à pied, c'est souvent un complément à autre chose. Ça peut être un complément donc à des véhicules qui peuvent servir d'entrepôt local ou à la cyclo-logistique. Donc ça apporte des solutions. Et puis si j'ai en tête la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans? Alors moi je me dirais, qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? Aujourd'hui, on voit apparaître des robots follow me, c'est-à-dire des véhicules autonomes qui vont suivre un livreur à pied, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de lui porter sa charge, donc bien sûr plus importante que si le livreur est tout seul. Donc on va peut-être doubler, tripler la charge donc de transport, hein, et on va avoir un véhicule autonome qui va suivre un livreur qui va marcher tout seul, presque les mains dans les poches. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour développer la livraison à pied dans un futur proche ou lointain, parce que le matériel est déjà en test. Il est en test par une start-up qui s'appelle Twinswheel à Montpellier. Donc ça fonctionne et c'est intéressant, hein, pour développer la livraison à pied. Alors, on nous demandait de faire parvenir, donc c'est Paul qui demandait si on pouvait partager les éléments de l'enquête que vous avez dont vous avez parlé, Jérôme. Alors juste un petit message. Si vous souhaitez recevoir le podcast du webinaire, ainsi que les différents liens vers les études qui ont été menées, laissez-nous vos coordonnées, votre adresse mail dans le chat et on vous enverra tout ça. On a Sylvain qui est créateur d'une entreprise aussi de cyclo-logistique, qui nous a posé une question sur les donneurs d'ordre. Sont-ils d'ailleurs prêts à payer juste le prix d'un livreur salarié? Ça, c'est une bonne question. Merci Sylvain pour la question. Je prends la parole, Jérôme. En fait, moi, je crois que oui. Je crois que oui, dès lors qu'ils trouvent un intérêt. Que tout le monde est prêt à payer le juste prix quand on y trouve intérêt. Si vous me vendez une voiture et que vous me dites que cette voiture elle coûte 15 000 €, si c'est 15 000 € pour une voiture sans permis, je vous dirais que c'est trop cher. Si c'est 15 000 € pour une Mercedes, je vous dirais que c'est vraiment l'affaire du siècle. Tout dépend de ce qu'on met derrière le prix. Le prix doit faire partie, moi tel que j'imagine, le prix fait partie intégrante du produit. Si la prestation est bonne, si la qualité de service est bonne, si le client final s'y retrouve et que si le prestataire de distribution fait rayonner l'image de marque de son donneur d'ordre, je pense que le donneur d'ordre est prêt à y mettre le prix. Si le donneur d'ordre, en plus de ça, comment dirais-je, souhaite mettre en avant une image avec, comment dirais-je, faire une belle image de l'entreprise avec du côté green, du côté préoccupation sociale ou en tout cas environnementale, je pense qu'il est prêt à y mettre le prix. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis convaincu qu'il est prêt à y mettre le prix. Après, il faut être raisonnable. Chaque chose a un prix, un juste prix. Après, c'est sûr que à contrario, il y a aussi des clients qui cherchent le prix avant tout et pour qui la prestation est secondaire. Ça, c'est le modèle économique de chacun. Mais ouais, moi, je pense que le prix fait partie intégrante du produit. Est-ce que Sylvain en a répondu à votre question? Je pense que oui. On a Floriane qui tente de nous poser une question, mais on la voit assez mal. Concernant les plateformes, et Jérôme, tu as répondu sur la principale problématique ne concerne-t-elle pas la collecte et le partage des données afin de permettre des services mutualisés? Alors, j'ai pas bien compris la question. Écoute, c'est les données parce que pour moi, il y a bien sûr, bon, ça concerne les plateformes de livraison, mais pas seulement. Ça concerne évidemment toutes les plateformes en général. Hein. Le problème de la donnée, il est essentiel. Moi, je pose un sujet quand même qui existe. Donc, puisqu'on est sur la livraison du dernier kilomètre, c'est que les plateformes de livraison du dernier kilomètre, elles détiennent un certain nombre de données. Hein, par exemple, si je prends la restauration, finalement, elles détiennent des données qui concernent les clients des restaurateurs. C'est-à-dire qu'elles ont leurs fichiers, elles ont leur adresse, leurs habitudes de consommation.
Et le problème, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent faire de ces données demain. Donc, il y a quand même un risque quelque part que finalement les restaurants maîtrisent moins finalement leur clientèle, tout simplement. Donc, par le biais de ces plateformes qui demain peuvent créer d'autres modèles en utilisant finalement ces données. Donc là, il y a un risque réel que je vois là-dessus. Il y en a peut-être d'autres sur les données. Je ne suis pas un spécialiste des data, mais bien sûr, il y a énormément de sujets autour des data. C'est déjà le cas, je crois, Jérôme. Tout le Oui, monde bien en sûr, tête, je sais. tout le monde en tête à la publicité où on se fait plus un resto, on se fait un Deliveroo, quoi. C'est-à-dire que le Deliveroo a pris le pas même sur le restaurateur qui en fait ne devient que fabricant de plats. Et en fait, c'est Deliveroo qui capte tout le marché en amont et qui assure au restaurateur d'avoir des commandes en plus hors salle. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on se fait un Deliveroo, c'est pas, on se fait plus un resto. Et c'est assez incroyable que c'est devenu normal, presque normal. Jusqu'au jour où la plateforme n'a plus besoin du restaurateur. Et décide de faire une cuisine centrale. Bon, on appelle ça autrement aujourd'hui, mais finalement, c'est jamais que ça. Je me dis, maintenant, j'ai la clientèle, je l'ai captée, je l'ai obtenue gratuitement d'ailleurs, donc j'ai la data, hein, je sais livrer, maintenant, il me reste juste à faire les repas, qui est finalement pas très compliqué, parce qu'on sait bien que les repas sur ces plateformes, c'est très limité en assortiment. Donc. Alors, il y a une question en tout cas, un échange qui dit: ne devrions-nous pas interdire la livraison gratuite? Alors, effectivement, moi, c'est aussi quelque chose qui me parle, ce message. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et pourquoi est-ce que la livraison devrait être gratuite, sachant que ça date de la nuit des temps avec le franc coup de port. Donc les gens se sont habitués à pas payer ce service, qui en est quand même un, puisqu'il y a pas mal de gens derrière. Et effectivement, pourquoi valoriser toujours cette gratuité du service? En fait, c'est une question de sémantique. La livraison, elle n'est pas gratuite. La livraison, elle est offerte. Et en fait, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'est pas gratuite ni en argent, ni en homme. Parce que derrière un service offert ou derrière ce qu'on imagine un service gratuit, il y a l'humain. Il y a celui et celle qui monte dans sa voiture ou qui prend le guidon de son vélo ou de son scooter et qui va effectuer la prestation de livraison. Donc, elle n'est pas gratuite. Elle est offerte. Et c'est vrai que de tout temps, ça existait le franco de port. Si tu m'achètes X mètres carrés de carrelage, je t'offre la livraison en camion. Ça a toujours été comme ça. Mais beaucoup d'acteurs maintenant y reviennent avec des systèmes d'abonnement. Quand les plus grands s'y mettent, c'est qu'il y a une raison. Mais oui, effectivement, on ne devrait pas parler de livraison gratuite, mais de livraison offerte. Moi, j'ai envie de rebondir sur un sujet aussi qui peut interpeller tous ceux qui se sont connectés, notamment des jeunes générations qui ont envie de devenir chef d'entreprise. Alors, je m'adresse à toi, Christophe, plus sur ce sujet-là. Quel conseil tu donnerais à de jeunes entrepreneurs pour se lancer dans la livraison, dans la cycle logistique? Le conseil, c'est de bien étudier le marché. C'est-à-dire qu'avant de décider de s'implanter, il faut bien regarder quelles sont les contraintes administratives, ou en tout cas déjà les contraintes réglementaires ou légales. Bien étudier le marché pour quand même se lancer avec un minimum de commandes ou de clients. Bien connaître le marché pour connaître ses confrères ou ses concurrents, même si pour moi, je vois pas, je parle rarement de concurrents, puisqu'après, chacun se positionne sur un marché ou sur une niche, et donc de fait, il n'y a pas réellement de concurrence, puisqu'en réalité, c'est le client, l'acheteur, le donneur d'ordre qui choisit. La concurrence, elle est saine. Si tu es bon, tu seras choisi par l'acheteur. Si tu es moins bon, si tu n'as pas le même service, il ira vers quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas réellement de concurrence. Donc, j'étudierai les prestataires déjà en place, comment ils travaillent, ce qu'ils font, quels outils ils utilisent. C'est du mimétisme, mais si tout le monde utilise plus ou moins le même outil de travail, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit il était éprouvé, soit il a un bon rapport qualité-prix. Et puis, je dirais, c'est armé de courage, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Les démarches administratives, tout ça, parfois, ça peut être long, pesant, redondant. Mais surtout, garder le sourire, parce que
parce que c'est top, quoi. C'est top. J'ajouterais bien quelque chose à cette question, Sylvain. Moi, je crois que surtout quand le moyen de livraison, qu'il soit un vélo cargo, un véhicule électrique, un véhicule GNV, c'est jamais qu'un moyen dans une chaîne logistique. Je crois que le conseil à donner, c'est en effet déjà de définir un service. On a vu qu'il y a des dizaines de filières en logistique urbaine. Il ne faut pas essayer de tout faire. Il faut se dire quelle filière m'intéresse ou quelle filière au pluriel, 2, 3, 4, mais pas 20. On ne peut pas faire 20 filières. Donc, on va choisir un certain nombre de filières qui semblent être pertinentes et puis mettre en place le service, parce que là aussi, il y a différents types de services dans le transport qui vont correspondre à un certain nombre de besoins. Donc, on ne peut pas mettre en place tous les services. Et puis, un périmètre géographique. On ne peut pas faire de la livraison de dernier kilomètre partout, sur toute l'Europe, d'un coup. Il va falloir choisir des territoires géographiques sur lesquels on va pouvoir s'investir, donc 1, 2, 3, 5, et puis progresser de cette façon-là éventuellement, mais commencer par 1. Donc quand on parle de Paris, c'est déjà un énorme territoire, par exemple, mais des grandes métropoles régionales aussi. Donc ça va être effectivement de choisir finalement, de définir un service, et puis l'IT, l'informatique qui est derrière, parce que ça c'est la clé. Quelque part, donc c'est tout un ensemble finalement qu'il va falloir mettre en place, et finalement le véhicule, c'est un moyen de réaliser un service. Alors certes, il va falloir peut-être aller de l'avant, aller vers des méthodes environnementales, bien sûr qu'il le faut. De toute façon, la réglementation, elle va dans ce sens-là, donc on ne peut pas faire autrement, mais c'est un moyen de réaliser un service, d'apporter un service. C'est pas la solution à tout. C'est une brique dans un ensemble. Merci de nous faire partager cette vision positive tous les deux. En tout cas, on a envie de continuer à être acteurs de nos métiers, ambassadeurs. Je te laisse la main, Agnès, parce qu'il y a d'autres questions. Alors, il y a Foucault qui justement rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les types d'utilisation en fait de moyens. Et donc, il nous écrit: pensez-vous que l'utilisation du métro ou des espaces souterrains pour effectuer une partie de la livraison en centre urbain est envisageable? Alors moi, je peux répondre, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. D'abord, c'est ancien comme la nuit des temps. Alors le métro, c'est pas le plus simple, mais parce qu'il faut descendre, il faut remonter. Donc, en sachant que, alors ça dépend peut-être dans quelle ville, mais à Paris, je crois qu'il y a 3% des stations qui sont accessibles aux handicapés. Donc là, ça pose un problème. Si déjà on n'arrive pas à monter et descendre un fauteuil roulant, on aura du mal à monter et descendre des colis. Enfin, ça sera plus compliqué, quoi. Donc, on va pas simplifier les choses. Mais d'une façon générale, oui, complètement. Il y a des tas de très nombreuses solutions mises en œuvre dans de nombreux pays du monde sur le partage finalement des transports publics de personnes avec des marchandises. Alors, il y a des pays en développement. Ça, c'est une chose, on a tous en tête un certain nombre d'images dans ce domaine, mais il y a énormément de pays extrêmement modernes, que ce soit le Japon, l'Allemagne, des pays nordiques, le Canada et beaucoup d'autres, la Suisse, l'Autriche, qui ont mis en place des solutions de partage des transports publics de personnes avec des marchandises. Donc c'est un choix. Alors on a dans toutes les villes un certain nombre de créneaux horaires qui sont disponibles. On peut parfois en rajouter, plutôt le matin, par exemple, donc de rajouter, de se dire, tiens, on va rajouter donc une rame le matin avant les voyageurs dans lequel on va mettre des marchandises, où il y a des heures creuses. Donc tout ça, ça peut s'étudier. Et on a un certain nombre d'opportunités. C'est une question souvent de volonté, je vais dire, des opérateurs qui organisent le transport de personnes dans une ville. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sur ce que tu viens de dire, effectivement, avec l'utilisation des tramways, par exemple. Oui, alors, les tramways, c'est plus simple parce qu'ils ne sont pas en souterrain. Donc, en souterrain, ce n'est pas le plus simple de descendre et de remonter. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible,
s'il y a des monts de charge qui existent et qui permettent de descendre des marchandises, ça existe dans le métro à Tokyo, donc c'est faisable. À Paris, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de stations donc accessibles déjà pour des fauteuils roulants. Donc pour des marchandises, effectivement, on aura des difficultés. Alors, il y a Valérie Domé qui souligne la problématique de la maintenance dans le métro qui se fait la nuit. Alors bon, déjà, la livraison via le métro, vous avez dit que c'était très compliqué. Donc, c'est un problème de plus. Donc, Oui, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le prévoir sur des nouvelles lignes de métro. Je pense au Grand Paris Express ou d'autres lignes de métro dans des métropoles régionales. Bien sûr, peut-être qu'il faut un temps pour la maintenance, mais est-ce qu'on a besoin de toute la nuit pour la maintenance? Bon. Et puis même, je vais dire en journée, hein, on a des capacités disponibles à certaines heures sur certaines lignes, donc ça s'étudie, donc peut-être qu'effectivement on peut récupérer un certain nombre de capacités, on peut saturer un peu mieux des capacités. Hein. Mais on va trouver aussi des modèles hein, sur d'autres types qui existent dans un certain nombre de pays sur d'autres types de lignes qui sont des lignes rurales. Hein, et qui sont souvent, je pense aux autocars ruraux par exemple, hein, qui sont souvent vides. Hein. Quand on prend un autocar dans une région française, on va souvent se retrouver presque tout seul, je vais dire, dans un autocar rural. Peut-être que là, on peut avoir des opportunités pour imaginer donc d'utiliser ce véhicule, puisque ça en est un, pour également livrer des colis. Donc ça existe dans un certain nombre de pays du monde, je pense au Japon, qui a développé de façon assez intensive ce type de livraison dans des zones rurales en autocar. alors, il y a Sylvain qui pose la question du quid de la cyclo-logistique en banlieue parisienne, qui pense que beaucoup sont concentrés sur Paris. Christophe, peut-être que... En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup sont concentrés sur Paris parce qu'en fait, c'est souvent là c'est parce que sur Paris, il y a une grande densité en fait qui permet vraiment de venir, de venir remplir les tournées de livraison et d'optimiser le temps de travail du rider, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient salariés. Et puis surtout, du coup, en venant massifier et en venant densifier ces tournées de livraison, on va livrer plus vite. Alors que c'est vrai que sur la banlieue, il y a en tout cas moins l'urbanisme est moins important, et donc les trajets sont sans doute plus longs, ou en tout cas la tournée est plus longue. La tournée est plus longue, et donc de fait, c'est vrai que tous les acteurs ont tendance à se positionner là où il y a une plus grande concentration de missions, entre guillemets. Alors, je lis les messages. Alors, il y en a un qui est très, 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 très long. Donc, je pense que, Floriane, ça serait peut-être mieux que vous vous exprimiez, que vous preniez la parole, parce que là, votre message est très, très long. Donc, si vous voulez prendre la parole, elle est à vous. Non, Floriane? Si, excusez-moi, me voilà, j'étais sur l'autre fenêtre. Effectivement, donc pour préciser ma question, ma réflexion sur les données, je pensais plutôt aux données vraiment de trafic, de flux sur le territoire, donc de connaissance de la mobilité des biens, donc des données GPS ou autres que peuvent avoir les acteurs économiques. Donc ces acteurs-là disposent de beaucoup de données, hein, ils sont très bien organisés, chacun à son échelle, mais sont généralement assez frileux de partager ces données, puisque c'est des données concurrentielles. Les collectivités, elles, de leur côté, connaissent bien, généralement, les principaux acteurs présents sur leur territoire, mais n'ont pas forcément de vision globale concernant les flux générés, qui ont des effets forcément sur le territoire, la pollution, la congestion, etc. Et les enquêtes TMV qu'on connaît tous montrent également leurs limites
Et donc, pour moi, une des questions importantes aujourd'hui, c'est d'augmenter le niveau de connaissance des flux sur les territoires et de mutualiser un petit peu toutes ces réflexions, les acteurs étant chacun bien organisés de leur côté, hein, comme je le disais, mais pour aller plus loin et vraiment mutualiser, aller vers un transport de marchandises efficient, comme Jérôme le disait, je pense que le partage de données est vraiment essentiel. Et après, grâce aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc., on pourra aller vers des choses très intéressantes, éventuellement avoir des nouveaux services, etc., services mutualisés, connectés. On a abordé rapidement les véhicules connectés et autonomes. Voilà, donc c'était juste pour préciser ma question de tout à l'heure, qui était effectivement très peu lisible. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je vais reprendre effectivement. Donc, merci finalement du commentaire plus que d'une question. Moi, j'approuve totalement. Donc, on a un problème de données. On sait beaucoup de choses sur la mobilité des personnes. On ne sait pas beaucoup de choses. On ne sait pas beaucoup de choses sur la mobilité des marchandises. Alors, on travaille sur des outils de simulation, sur des enquêtes TMV, mais à titre d'exemple, on ne connaît pas avec précision le nombre de colis e-commerce. Pourquoi? Parce que Amazon et d'autres ne publient pas leurs chiffres. Donc, on ne travaille que sur des estimations qui proviennent donc en général de la FEVAT, qui fait très bien tout ce qu'elle peut faire, je vais dire dessus, et qui proviennent des terminaux de paiement. C'est-à-dire qu'on retranscrit ensuite les volumes de paiement qui, eux, sont exacts en colis. Donc, on a des imprécisions sur le nombre de colis e-commerce qu'on a en France. Donc, en effet, si on voulait progresser, ça serait certainement d'obtenir, je ne sais pas de quelle façon, mais d'obtenir des données fiables, par exemple des grands opérateurs e-commerce, sur le nombre de colis qui sont générés. Donc ce sont des données que l'on estime, mais avec des fourchettes d'incertitude qui sont importantes. On parle aujourd'hui, par exemple, en France, d'1 milliard de colis. Bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Je ne sais pas. Donc on voit ce chiffre apparaître. On dit, ben voilà, le nombre de colis, c'est 1 milliard. Ok, mais ça reste, je vais dire, des chiffres qui sont estimatifs. Et en effet, donc on manque de données. On pourrait en avoir aussi peut-être plus sur le stationnement par le biais de capteurs. Hein, ça peut être peut-être des axes de progrès qui sont quelque part de digitaliser l'espace public pour obtenir des données qui soient justes sur les estimations qu'on a concernant le stationnement des véhicules de livraison. Donc c'est un exemple, mais je rejoins parfaitement ce commentaire. On a un sujet donné. Et c'est vrai que de mettre en œuvre des solutions quand on a des données qui sont des données pas toujours aussi fiables qu'on le voudrait, bah, ça interroge. Donc on manque effectivement clairement d'éléments. Alors, en parlant de données, il y a une question sur l'utilisation du transport fluvial, qui effectivement est un bon moyen de faire baisser l'impact carbone. Est-ce qu'il y a des chiffres sur la capacité, au moins en Île-de-France, dans l'utilisation du transport fluvial? Écoutez, j'ai pas tous les. Enfin, je peux répondre. J'ai pas nécessairement tous les chiffres en tête. Je suis désolée, Jérôme. Non, ce qu'on peut savoir, c'est que il y a 100 ans, c'était 3 ou 4 fois plus. Donc, quand on me dit, il y a plus de place sur les ports, il y a plus ci, il y a plus ça, je dis, mais oui, mais il y a 100 ans, on savait faire mieux. Donc, bon, je me dis qu'il y a une certaine capacité de progression du transport fluvial, en tout cas à Paris. Et puis dans un certain nombre de grandes métropoles françaises qui ont des axes fluviaux excellents, que ce soit Lyon, Strasbourg ou d'autres, hein, sur lesquels on a un potentiel fluvial important. Donc voilà, je vais dire qu'on est en face aujourd'hui. On va dire que le mode fluvial, il est utilisé, il pourrait l'être encore beaucoup plus sur les produits pondéreux, hein, qui est une filière importante aussi. Hein. Donc je pense aux grandes opérations de construction de chantiers, et on le voit par exemple sur la construction du village olympique en ce moment à Saint-Denis, où le mode fluvial est utilisé. Donc fortement, donc on peut encore l'utiliser plus,
Et on a vu d'ailleurs que pour des grands chantiers comme cela, ça passe aussi par des clauses dans les marchés qui imposent un certain nombre de règles du jeu aux entreprises, qui peut-être sont pleines de bonne volonté, mais le mode fluvial, peut-être qu'il est plus cher que le camion, peut-être que c'est pas le cas d'ailleurs, mais bon, il y a des modèles économiques et fonctionnels qui sont différents, donc c'est un changement d'habitude. Et puis on a tout un certain nombre d'opportunités autour de l'urbain. Et là, on est finalement en face d'une page blanche. On a certes un certain nombre d'expériences ou de mise en œuvre de solutions qui existent à Paris, à Lyon et à Strasbourg et ailleurs, Nantes, mais qui restent petites par rapport au potentiel qu'on a sur les fleuves, de mon point de vue. Alors, il y a Philippe qui donne quand même quelques petites pistes pour avoir des informations, des données chiffrées. Il nous parle des sites régionaux, des DREAL et des ORT, donc j'imagine pour... Oui, sur le fluvial, il y a des chiffres plus précis que sur les colis e-commerce. C'est exact. Voilà. Après, Philippe parle des villes qui connaissent des entrées et sorties de véhicules de livraison dans les zones piétonnes grâce aux bornes d'accès et badges des livreurs ou artisans, effectivement. De plus en plus, pour rentrer dans les villes, on est limité par, par ces fameuses bornes. Donc, soit on est en vélo, soit on est à pied, mais sinon, on ne passe pas. Marc Dalbar demandait la parole, donc Marc, si tu veux intervenir. Merci. C'est juste pour revenir et compléter sur les remarques qui ont été faites par Florian tout à l'heure sur la mutualisation, sur les données. Juste pour signifier, je prends ma casquette France Supply Chain, que nous démarrons un projet qui s'appelle Evolu. Evolu, ça veut dire engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente, et dont le but est justement de regarder comment on pourrait amener tous les opérateurs qui gardent précieusement ces données stratégiques et concurrentielles, partager une partie de ces données pour arriver à optimiser. Effectivement, comme le disait Florian, on optimise très bien chacun des opérateurs, mais il y aurait forcément des gains à aller chercher en optimisant les données en bloc. Donc voilà, c'est un sujet dont on parlera au cours des 2 prochaines années, puisque le projet s'étend sur 2 ans. Et donc, je renvoie sur le site de France Supply Chain où on trouvera de l'information sur ce projet Evolu. Voilà, merci. Alors, je sais, ça fait 1 heure que nous échangeons. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser à nos intervenants. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On est encore très nombreux à cette heure. Donc voilà, vous pouvez encore poser vos questions, bien sûr. Soit dans le chat, soit en direct, en demandant la parole ou en la prenant directement. Voilà, et pour ceux qui souhaitent recevoir une présentation et le podcast du webinaire, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Il n'y a plus de questions? Vous savez tout? Vous avez tout sur la logistique urbaine? Bon, alors Non, moi j'avais une petite question. Est-ce que, messieurs, vous auriez un avis sur la livraison par drone en ville? Est-ce que vous y voyez une faisabilité à Paris? Je veux bien répondre, mais pour en compléter, Christophe, si tu veux. Alors, le drone, c'est formidable, mais pourquoi en ville? On a tellement, finalement, d'endroits dans le monde dans lesquels on a des problématiques d'accessibilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en dehors des expériences et des vidéos sur les réseaux sociaux avec une livraison de pizza en drone, le vrai enjeu des drones, il se situe dans des pays compliqués qui n'ont pas les infrastructures routières qu'on a en Europe. Je pense à certains pays africains, à des îles,
donc à peut-être des montagnes, quoique les montagnes, il y a des problèmes de température et autres, bon, pour l'instant, mais la technologie, elle va évoluer. Donc des régions qui sont difficiles d'accès. Pourquoi mettre des drones au-dessus d'une ville? D'abord, je pense que ça sera difficilement réglementé du fait des risques que ça représente, hein, un drone tout simplement qui tombe en panne et qui tombe sur quelqu'un. Donc voilà, c'est déjà un risque important. Puis après, on peut imaginer d'autres choses, mais comme risque. Donc il y a un problème de réglementation qui est très compliqué sur l'espace aérien. Mais il y a un marché, à mon avis, considérable dans des pays en voie de développement qui n'ont pas ces infrastructures routières que nous avons, hein, notamment pour des produits de santé. Et on voit d'ailleurs que donc il y a annuellement un congrès des drones, hein, qui a lieu au Rwanda. Et c'est pas du tout du buzz, c'est vraiment quelque part une réponse à des solutions de livraison de produits de santé urgents ou dans des zones reculées, avec donc des infrastructures qui se mettent en place. Donc on est en face d'un très très gros sujet, mais qui n'est pas nécessairement urbain, en tout cas dans des villes européennes, à mon avis. Mais c'est mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on a peut-être tous un avis sur le sujet, quoi. Bon, on va prendre la dernière intervention. Donc, c'est Younes qui, j'espère ne pas faire d'écorcher votre prénom, qui demande la parole. Et ensuite, nous vous libérerons. Bien, merci beaucoup. J'avais une question en fait concernant la cyclo-logistique urbaine et je voulais savoir si en fait accroître la cyclo-logistique urbaine, ce serait pas en fait modifier ou en tout cas réaménager les espaces concernés. Je te laisse peut-être la parole, Christophe, si tu veux, ou sinon Ça a lagué en fait et j'ai pas entendu le dernier mot de la question. Pardon, Younes. Pas de souci. Est-ce que ce ne serait pas, je disais que accroître la logistique urbaine, ce ne serait pas retravailler, réaménager les espaces concernés par celle-ci? En fait, si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça va nécessiter des petits hubs dans la ville. Ça nécessite aussi, c'est pas les entreprises privées ne peuvent rien faire à elles seules. Il faut qu'il y ait aussi les pouvoirs publics ou en tout cas les municipalités qui aident à l'aménagement de pistes cyclables ou en tout cas de voies partagées ou de zones piétonnes ou dédiées à du vélo ou à de la cyclo. Pareil pour qu'il y ait des places de stationnement des aires de stationnement pour les vélos cargo, des aires de stationnement y compris donc pendant les livraisons, et également aussi pour les charger, parce que tous les logisticiens n'ont pas des entrepôts au cœur de Paris, et donc nombre de mes confrères soit sont en périphérie, et donc du coup il y a tout un temps d'approche qui doit se faire pour rejoindre le centre de Paris, soit utilisent des parkings souterrains. Il y a une vraie question sur les mètres carrés à mettre à disposition de la cyclo-logistique sur Paris, en effet, ouais. Merci pour la réponse. Bon, voilà, merci beaucoup aux deux intervenants qui vous avez reçu beaucoup de merci au travers du chat. Voilà, donc je pense que c'était un webinaire très intéressant. Il y a eu beaucoup d'interactions, donc c'est chouette. La plupart, vous êtes restés jusqu'au bout, donc c'est la preuve que nos intervenants étaient excellents. Donc, on continue les webinaires, bien évidemment, de la team, avec d'autres sujets dans les prochaines semaines, toujours sur la logistique. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc suivez bien la ETL sur les réseaux sociaux, parce que, voilà. Si je peux me permettre vite fait, Olivier Wettig, en tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci Agnès
à Sylvain et aux intervenants pour l'organisation. C'était super sympa. Et rendez-vous, comme dit Agnès, pour le prochain webinaire, vu qu'on va passer à la vitesse supérieure au moins tous les 15 jours. Merci à tous. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci Christophe, merci Merci. Agnès. Et puis, prochain teaser quand même bientôt sur la reverse logistique. Là, si ça vous intéresse. Voilà, tout à fait. La prochaine, c'est la reverse logistique. Donc, j'espère qu'on sera au moins aussi nombreux. Un sujet Merci à très tous. intéressant. Bye. Pascal, Oui, Pascal, je voudrais bien récupérer après le podcast. Vous l'avez sur votre ordinateur. Il est, Ouais. Je vais l'arrêter là tout de suite. Hein. Voilà. Et tac. Et j'essaye de vous l'envoyer par mail. Bonne soirée à tous. Merci. Et on se reparle. Ouais. À bientôt. Merci à tous. Salut. Merci beaucoup. Donc, oui, bah, normalement, oui, je pense que c'est pas très lourd. Non, alors j'essaye de l'arrêter déjà pour commencer parce qu'il ne veut pas s'arrêter. Parce que sinon, moi, est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux le récupérer? Alors, arrêtez l'enregistrement. Voilà, j'arrête.